Alors, on va essayer de faire un autre pas dans notre cours d'ingénierie des fondations, là. Toujours sur le chapitre 2, essai des sols in situ, là. OK? Donc, aujourd'hui, on va parler des méthodes géophysiques, les essais géophysiques, méthodes d'essais géophysiques. Il y a différents types de méthodes géophysiques. On va essayer de tous les couvrir dans cette vidéo. OK? Donc, le point 3. Donc, à partir de cette vidéo-là, on va voir tous les différents types d'essais sur le terrain possible. Donc, en commençant par les essais géophysiques et jusqu'à la fin. OK? Donc, allons-y. Les essais géophysiques, là, qu'est-ce qu'on a dedans? Quels sont les différents types d'essais géophysiques? OK? On va parler d'abord des radars à pénétration des sols. Et c'est comme des radars mais qui pénètrent le sol et on peut obtenir beaucoup d'informations à partir de cela. Donc, voici une figure, par exemple, des schémas typiques. Il y a plusieurs modèles, hein. Voilà, il y a plusieurs modèles. Donc, voici un exemple de machine. Donc, vous poussez juste au sol, contact, la face là est contact avec le sol. Et vous avez une image comme ça qui vous donne plein d'informations. Ceux qui savent eh, lire l'image. Donc, on utilise des ondes électromagnétiques, en fait, répétées de courte durée pour générer une antenne de contact avec le sol pour créer cette vue. OK? Créer ce qui est là. Donc, il y a l'espacement. Vous voyez ici, ça, c'est la route que l'appareil va prendre. Vous allez pousser, faire comme ça, pour couvrir tout le terrain. Maintenant, l'espacement là est limité. Il y a des normes pour limiter l'espace. C'est 10 pieds comme ça. OK? Donc, aujourd'hui, il y a des drones même qui vous font ça en un rien de temps. Permet de couvrir toute une zone, une grande surface en un rien de temps. OK? Il y a des drones même qui peuvent faire ça actuellement. La technologie a avancé. Donc, les réflexions de ces ondes-là, les ondes électromagnétiques-là, se produisent aux interfaces. L'interface entre deux matériaux. Donc, ça veut dire si vous avez deux couches de sol, couche supérieure, couche inférieure, l'interface entre les deux là, c'est là qu'il y aura la réflexion des ondes. Les ondes seront renvoyées. Vous voyez, on va voir tout de suite comment ça marche. Vous voyez ici, donc il y a un émetteur, c'est en anglais, il y a un émetteur donc qui va émettre les ondes. Donc vous voyez, il y aura réflexion, c'est un zone. Ici, il y a un objet, peut-être il y a un obstacle à l'intérieur, peut-être c'est un objet enterré. Il y aura une réflexion de l'onde comme ça. Là, cette réflexion-là est due à la surface, la limite entre les deux matériaux, c'est-à-dire matériel A, matériel B, c'est-à-dire sol, couche du sol A, couche du sol B. OK? Et ici aussi, une autre, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a interface, il y a réflexion. OK? Donc, le receveur est là, le processeur, et puis il y a les outputs, ce que vous allez voir maintenant sur votre écran. D'accord? Donc, il y a plusieurs types de machines, comme je le disais tout de suite. Donc, chaque machine va vous donner, et selon sa capacité, va permettre d'aller à une profondeur donnée. Vous voyez ici, là, la profondeur est petite. Là, ça part à une profondeur considérable jusqu'à 30 mètres à peu près. Donc, ici, les points que vous voyez là, ça, ce sont la taille des objets que l'appareil peut détecter. OK? Par exemple, là, on peut détecter les gros objets. OK? Donc, voici un peu ce que ça donne. Donc, les GPR, la GPR, ça veut dire Geoff Ground Penetration Radar en anglais. C'est-à-dire, c'est la même chose, radar à pénétration du sol. C'est ça qui est en anglais ici, GPR, Ground Penetration Radar. Donc, les GPR, là, est couramment utilisé pour localiser aussi des services publics souterrains. Je le disais tout de suite. Donc, les pipelines qui sont sous le sol, vous arrivez à un terrain donné, vous ne savez pas il y a quoi sous le sol, ça permet de vous détecter. Voici un exemple. Donc, vous voyez, il y a un autre, ça c'est une autre machine encore, un autre type. Il y en a plusieurs modèles, dépendant de l'entreprise qui fabrique. Donc, ça peut aussi permettre de détecter, vous voyez, pipeline qui est dedans, à quelle profondeur et la position pipeline. Donc, en fonction de ça, si vous connaissez les positions des pipelines et tout,
vous pouvez donc déterminer à quel endroit vous allez faire plus d'investigation, plus de recherche, c'est-à-dire creuser, faire des trous et tout ça. OK? Donc, ces informations-là, donc, vont aider à décider où appliquer des techniques plus invasives, telles que les forages. Donc, si vous voyez ici que, ici, là, il y a un peu de pipeline, il y a des objets enterrés, il y a ça, il y a ça, il y a des tuyaux d'eau qui passent, ou bien électricité, ou bien gaz. Donc, vous n'allez pas faire votre forage là. OK? C'est ce que ça veut dire. Donc, toujours le radar hein, à pénétration du sol là. Il y a plusieurs modèles, comme je le disais tout de suite, avec plusieurs fréquences, hautes fréquences, de 100 à 1500 Hz. OK? Donc, lorsqu'il y a peu ou pas de contraste électrique, et il devient très difficile quand même d'utiliser cette méthode-là. OK? Donc, le système comprend une antenne qui agit à la fois comme émetteur et comme récepteur, et un enregistreur qui est de profilage qui traite les données et fournit une affichage graphique. Voici un exemple d'image donnée par cet appareil-là. Vous voyez, on peut savoir les différentes couches du sol. Là, vous voyez ici, en fonction de la nature du sol, il y a le signal, l'amplitude du signal change. Vous voyez ici, le signal ici, c'est ce sol-là. Là, il y a un petit pic. C'est cette petite couche de sol qui est là. Mais là, cette couche de sol-là, le signal est encore plus grand. Vous voyez? Donc, en fonction de la nature du sol, du type du sol, vous pouvez savoir que, ici, là, le graphe qui est là, là, peut vous dire, ici, là, même sans regarder ici, vous pouvez dire, en tout cas, là, il y a un type de sol. Et ici, là, il y a une petite couche de sol. La profondeur est là, hein. Et là, il y a un autre type de sol qui vient, une autre couche de sol. Et peut-être, ici, là, vous voyez que c'est la même chose qu'ici. Peut-être que ça, puis la couche qui est en haut ici, et celle qui est là, là, peut-être sont de même nature. Vous voyez, non? Quelque chose comme ça. Mais le problème est que ça ne nous permet pas de savoir les caractéristiques du sol. Quel type de sol? Est-ce que c'est du sable, c'est de l'argile? On ne sait même pas. Ça ne peut pas nous permettre de savoir le type de sol qui est là. C'est ça le problème. Ça permet de nous donner les différentes couches, les profondeurs. Okay? Pour nous dire, ici, là, il y a une couche, là, il y a une couche, là, il y a une couche. OK? Donc, bien que les GPR, là, donc, je le disais, c'est juste les trucs là en anglais, est utile pour détecter le changement du sol, l'épaisseur des strata, des strates, c'est-à-dire l'épaisseur des couches, et les anomalies souterraines. Anomalies, ça veut dire s'il y a pipeline en bas, il y a quelque chose, des objets enterrés. Ça permet de faire ça, tout ça, c'est vrai. Mais il ne peut pas nous aider à identifier la nature du sol, l'état des matériaux. Est-ce que c'est du sable? Est-ce que c'est de l'argile? On ne peut pas savoir. Ça ne peut pas nous permettre de savoir ça. Voici le problème. Donc, il est préférable de l'utiliser avec d'autres tests géotechniques, ok, et physiques pour interpréter avec précision donc, le profil des sections transversales. Pour savoir, voilà. Donc, si vous faites sur le terrain et vous voyez qu'il y en a plusieurs couches, ça peut vous aider à décider où est-ce qu'il faut aller creuser. Parce que quand vous allez sur les chantiers là, vous n'allez pas faire de forage partout sur les chantiers, c'est pas possible. OK? Il faut prendre des points cibles, des endroits cibles pour faire votre forage. OK? Donc, en faisant ça, parce que la machine peut vous faire scanner le sol là très, très rapidement avec les zones. Vous allez avoir des infos très rapidement. Vous pouvez savoir les différentes couches du sol. Là, maintenant, vous pouvez prendre votre décision en tant que géotechnicien, dire, il faut creuser ici, il faut faire un forage ici, il faut faire un forage ici, un forage là. Voilà, c'est tout. OK? On va parler maintenant de nos tests de résistivité. La résistivité du sol. C'est comme la résistance du sol à se laisser traverser par des zones, quoi. Quelque chose comme ça. Donc, l'imagerie par résistivité électrique et cartographie les différences dans les propriétés élec- électriques des matériaux géologiques dues à la lithologie, la teneur en eau, la chimie de l'eau
interstitiels et les débris enfouis, les débris enterrés. C'est-à-dire, ces éléments-là, lithologie, teneur en eau, la chimie de l'eau et les débris enfouis, ces éléments-là vont influencer les propriétés électriques de votre sol. Vous comprenez? Donc, ces propriétés électriques-là vont donc caractériser la résistivité de votre sol. Donc, ce que le test de résistivité utilise cet appareil pour mesurer alors la résistivité de votre sol et vous permet de savoir même quel type de sol il s'agit. Donc, ça aussi, c'est un autre test géophysique, okay? Parce que nous sommes ici dans les méthodes géophysiques là. Okay? Donc, il s'agit donc de transmettre un courant électrique, okay? Pour voir la résistivité du sol au courant électrique là. Transmettre un courant électrique et de mesurer la tension entre les électrodes. Okay? Voici les électrodes. Vous mettez les électrodes dans le sol. En général, on utilise 4. Okay? Voici les électrodes qu'on y voit ici, X, XV, Y et puis Z. Donc, on va vous montrer tout de suite comment ça marche exactement. Donc, la résistivité, en réalité, de tout matériau, on peut mesurer la résistivité de tout matériau. Ça, c'est un cas général. Hein. Okay? Tout matériau qui est conducteur ayant une longueur, on va prendre la longueur L, et aussi une section, c'est-à-dire section transversale A, on peut mesurer sa résistivité en utilisant cette formule-là, tout simplement. Donc, la résistivité ρ, là, R, c'est juste la résistance électrique, comme la résistance que vous voyez en troisième, là, le troisième. Donc, A, donc, c'est l'air de la section transversale, et puis L, c'est la longueur. Donc, on peut calculer la résistivité, là, comme ça. Ça, c'est en cas général, quoi. Je remets la formule là ici. Donc, cette image-là, cette machine-là, je vais simplifier ça avec un autre dessin, comme ça. OK? Voici, vous voyez l'électrode. Les électrodes sont là. 1, 2, 3, puis 4. OK? Les deux électrodes extrêmes, là, on va dire extérieures, extrêmes, c'est la même chose. Ces deux-là. OK? Et deux électrodes intérieures, ces deux-là. Vous voyez? Donc, comment ça se passe exactement? Nous allons utiliser les deux électrodes extérieures, là. Vous voyez le courant? On va envoyer un courant électrique. On va envoyer un courant électrique, généralement compris entre 50 et 100 milliampères. Okay? Un courant continu, hein, DC. Donc, les électrodes extérieures, vous voyez le I ici, le courant continu. Avec les deux électrodes, celui-là, cette électrode et celle-là. Okay? Donc, on envoie le courant et après, on mesure la chute de tension parce que la tension va chuter entre ici et ici. Donc, un voltmètre va vous permettre de mesurer ça. Vous voyez, depuis la troisième, on vous a dit, quand vous voyez V comme ça veut dire un voltmètre. Ici, le cadran de l'appareil. Donc, ça va vous permettre de mesurer la chute de tension, la tension ici, V. Donc, une fois que vous avez cette tension-là, donc, vous pouvez, pour un sol, si votre sol est homogène, hein, si votre sol n'a pas, c'est-à-dire une seule couche, jusqu'à à une profondeur considérable. Là, c'est une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez juste calculer la résistivité de votre sol là, en utilisant cette formule-là. Très simple. Donc, ça va faire dpi dv sur i. Les deux là, c'est la distance entre l'équidistance et surtout, il faut utiliser la même distance. Est-ce que vous voyez? C'est la même distance que vous devez utiliser. Donc, le V, c'est le volt. C'est la tension que vous avez mesurée ici là. Okay? I, donc, c'est l'intensité que vous avez envoyée. Donc, ça va vous permettre de calculer la résistivité de votre sol. Il ne faut pas vous en faire. Cette figure-là, on va revenir sur ça tout de suite. On va arriver ici tout de suite. Et pour le moment, focalisez-vous ici. Voilà, la même distance, D ici. Et puis, voltmètre ici. D'accord? Voici comment ça marche. Donc, après, vous voyez, quand on a deux sols maintenant, comment ça va se passer? Parce que là, cette formule-là, c'est quand vous avez un sol uniforme. Là, c'est comme ça. Mais là, quand vous avez deux couches de sol, par exemple, L1, la couche numéro 1, la couche numéro 2. Chaque couche a sa résistivité. Donc, et aussi l'épaisseur de la couche supérieure. OK? En ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, quand vous avez quelque chose comme ça, cette équation qu'elle a là,
ne peut pas vous aider exactement. Ça va vous donner juste la résistivité apparente. OK? Mais ce n'est pas la vraie résistivité du sol là qui est là. Comme ça. Ça va juste vous donner la résistivité apparente. Ce n'est pas vraiment la résistivité des deux couches. OK? Donc, pour connaître la résistivité de chaque couche en ce moment, et puis l'épaisseur de chaque couche, il faut donc espacer, changer. Vous changez la distance qui est là, vous faites la mesure. Vous changez encore, vous faites la mesure. Vous changez encore, vous faites la mesure. Au fur et à mesure que vous changez, vous voyez ici, D ici, vous changez la distance. Première distance, vous mesurez, vous allez avoir une résistivité. Et là, vous faites la somme. C'est écrit ici, hein, c'est vous-même. OK. Voilà, tracez maintenant la somme des résisticités apparentes par rapport à D. Donc, doublez la distance ici maintenant. Vous voyez là, vous venez à là. Vous mesurez encore. Vous augmentez la distance, vous mesurez. Vous augmentez la distance, vous mesurez. Et puis, vous additionnez, hein. Okay, vous additionnez les trucs là. Et vous allez avoir quelque chose comme ça. Okay? Donc, vous allez avoir, si vous avez deux couches de sol, si vous avez deux couches de sol, vous-même, vous allez voir tout de suite que là, il y aura une pente. Il y aura des pentes comme ça. Une première pas une deuxième pente. Il y aura deux segments. Donc, le premier segment, là, la pente du premier segment va vous donner la résistivité de votre première couche de sol. La deuxième pente, c'est-à-dire la pente du deuxième segment, là, va vous donner la résistivité de la deuxième couche de sol. D'accord? Et l'épaisseur maintenant, l'épaisseur de la première couche, par exemple, parce que celle-là, là, on suppose qu'elle est infinie. On ne part pas là-bas. Okay? Donc, ce qui va nous intéresser, c'est l'épaisseur de la première couche. Là, cette épaisseur est juste là. Là où la pente, la casse, là où il y a la cassure, là, okay? La différence nette, c'est là, c'est ça qui va vous donner cette distance-là. Donc, ça, il va vous dire, voici l'épaisseur. Donc, voici un peu comment ça marche. OK? Donc, en variant, donc, faisant l'espacement, on peut avoir une coupe transversale et géoélectrique d'une dimension. OK? Il y a aussi des techniques avancées qui peuvent quand même vous donner des coupes transversales géoélectriques des dimensions DD. OK? Donc, voici un exemple d'imagerie. Donc, vous voyez ici, j'ai écrit la résistivité là. La résistivité, c'est ohm mètre. OK? Vous-même, vous voyez ici, ça là, la résistance, c'est en ohm. Vous-même, depuis la troisième, vous connaissez ça. Les conducteurs ohmiques de résistance, c'est en ohm. Ça, c'est surface. Et ça, c'est longueur. Donc, mètre carré divisé par mètre, ça fait mètre, non? Donc, ohm mètre. Voilà, ohm mètre. C'est pas ohm par mètre, hein, ohm mètre. Donc, ohm mètre, là, vous voyez les valeurs, les résistivités. Donc, les codes de couleurs sont là. Par exemple, rouge, là, vous pouvez dire que c'est ici. Voilà. Okay? Donc, ça permet de savoir en même temps les différents sols qui sont ici. Par exemple, là, vous voyez ici, que c'est écrit silty sandy clay. Okay? C'est argile limonée ou bien sablé ou quelque chose comme ça. Okay? Là, c'est écrit pit et tourbe ou bien de l'argile, tourbe ou argile. Sand, ça c'est du sable, par exemple. Okay? Sandy clay, de l'argile sablée, quelque chose comme ça. Donc, ça permet de donner le sol, la nature du sol. Okay? Vous vous rappelez que le truc du radar là, ne permettait pas de savoir la nature du sol. Et ça nous permettait de savoir les différentes couches, mais pas la nature. Donc, voici un tableau qui vous donne à peu près des fourchettes ou des résistivités des différents types de sols. Okay? Par exemple, si on prend le sable ici, sand en anglais, entre 500 et 1500. Donc, quand on voit ici la couleur ici, selon le code de couleur verte, donc on peut dire ici, cette couleur-là, vert un peu clair là. OK? OK. Vous voyez ici, entre 316, là, on a jusqu'à 5000. Donc, on peut voir que ça respecte à peu près l'intervalle qui est là. Voilà, vous pouvez essayer avec les autres.
Donc, voici comment ça marche. On peut savoir les différents types de sols, différentes couches de sol et tout. Ok. On va parler maintenant de réfraction sismique. Ici, là, c'est un peu inversé, mais vous comprenez, je pense. Réfraction sismique, là maintenant, c'est des zones sismiques qu'on va utiliser. Ok. Onde sismique. Réfraction sismique. Donc, c'est la technique de réfraction sismique. Cette technique-là mesure la vitesse sismique pour modéliser la profondeur des interfaces souterraines, ok, en déduisant les conditions du sol et la structure géologique à partir des changements de vitesse sismique. Changement de vitesse sismique. Donc, voici les mots-clés. Vitesse sismique. Donc, voici les appareils utilisés et voici ici un mini-test. Un test à petite échelle qui utilise ça. Donc, les équipements, vous voyez ici, et il y a un marteau ici, des géochelles, voilà, et puis sismographe, et ça, ce sont des manuels peut-être, l'ordinateur, et puis il y a un logiciel qui va avec. Ok. Vous voyez le marteau, le monsieur, il tient le marteau ici. Le marteau, il va utiliser peut-être pour taper, et c'est ça qui va créer l'onde sismique. Ok. Voici un peu comment ça marche. Donc, le marteau là, il utilise et puis tape ici. Et c'est ça qui va créer l'onde sismique. Okay? L'onde là, donc, les ondes vont traverser et puis seront mesurées par les géophones ici. Oui. Chaque géophone va enregistrer, puis envoyer ici au sismographe. Voilà. Voici un peu comment ça marche. Vous voyez ici, les géophones là sont mis ici avec des espacements. OK? Et ça va permettre d'enregistrer directement ici. Voici un peu comment ça marche. Et on va voir aussi comment on peut obtenir donc les différentes épaisseurs de couches en utilisant cette méthode-là. D'accord? Donc, l'énergie sismique introduite à l'aide d'un poids ou d'une source explosive. Donc, le poids, vous voyez ici, il utilise le marteau pour taper. Donc, c'est ça qui va créer l'onde. Ou bien, on peut utiliser aussi une explosion juste pour provoquer l'onde là, l'énergie sismique qui va se propager et qui va se proposer et sera capté par les géophones. Ok, je remets ici les équipements là ici. Donc, lorsque le front d'onde croise une interface, c'est-à-dire lorsque l'onde sismique croise une interface, ok, à grande vitesse, il crée une onde de tête. Voici un peu comment ça se passe, comment l'onde là va se propager. Encore, j'explique ça ici. Là, par exemple, on utilise une source, une explosion comme source d'énergie. Okay? Donc, quand l'explosion sera créée, l'onde sera créée et quand l'onde croise l'interface, vous voyez ici la couche, la limite des couches là. Vous voyez un peu? Voici la limite. Donc, quand l'onde là croise l'interface, l'onde, on dit ici, il crée une onde de tête. Cette onde de tête là, c'est ça qui est là, qui est horizontale, qui est parallèle à l'interface. Vous voyez? L'onde est parallèle à l'interface entre les deux matériaux, les deux sols. Vous voyez? Parallèle, parallèle, parallèle. OK? Donc, parallèle. Et puis encore, ça retourne à la surface. Ça retourne à la surface. Comme ça, pareil. Ça retourne à la surface. Ça retourne à la surface. OK? À travers les matériaux, donc, qui a, comment on appelle, faible vitesse, faible vélocité. On va revenir sur cela après. Là, maintenant, c'est sur ça. Donc, les géophones, là, détectent le mouvement du sol
et envoie des signaux au sismographe enregistreur. Ok, les géophones là, c'est ça qui sont placés là. C'est ces trucs-là qu'on appelle géophones. C'est ça qu'on met dans le sol, à des distances. Ok? Donc, en déterminant donc les temps d'arrivée des ondes réfractées, l'onde qui est réfractée, là, l'onde qui est réfractée, les temps d'arrivée, quand on va enregistrer ce temps-là, la vitesse du matériau et la profondeur jusqu'à la différente interface là, jusqu'à différentes interfaces peuvent être calculées. Ok? On va voir comment on va calculer donc la vitesse du matériau, la vitesse de propagation de l'onde, ok? Et aussi l'épaisseur de couches. Juste en enregistrant les temps d'arrivée. C'est les temps d'arrivée là, on enregistre. D'accord? Voilà. Donc, ces tests-là déterminent la stratigraphie telle que la profondeur des substrats rochers. Ok? Par exemple, si vous voulez savoir le bedrock, où se trouve le bedrock, où se trouve la roche souterraine, vous pouvez utiliser ces tests-là. Parce que vous, si vous vous rappelez dans les vidéos précédentes, je parlais de souvent, est-ce on veut savoir si le bedrock est près de la surface, il y a, il y a une profondeur que vous devez faire vos forages. Ok? La, L'emplacement, l'endroit où le bedrock est là, va déterminer aussi le niveau et la profondeur de vos forages. Si le bedrock est loin, est très loin, on ne peut pas atteindre, ça peut aussi affecter la profondeur de vos forages. OK? Donc, vous pouvez faire ça d'abord, ces tests géophysiques là, on fait ça d'abord avant d'aller faire des tests maintenant plus approfondis, et comme les tests de pénétration ou bien les forages, tout ça. Il faut faire ça d'abord. Ça permet de savoir la position de votre roche, les différentes couches et tout ça. D'accord? Donc, il peut aussi estimer la profondeur des matériaux d'emprunt. Matériaux d'emprunt, si vous devez faire une route, OK? Les remblais routiers, là, vous allez faire à la carrière, non, pour creuser, non? Oui. Donc, si vous allez à un endroit et puis vous trouvez, ah, il y a un bon sol ici pour faire une zone d'emprunt, OK? En tant qu'ingénieur géotechnicien, vous devez le faire. C'est vous, vous devez le faire. Donc, vous devez aller chercher la carrière. Et donc, vous pouvez essayer de savoir, est-ce que le sol qui est là est profond? Est-ce que c'est juste 1 mètre ou bien ça ne vaut même pas 1 mètre? Donc, tu vas croire que tu as trouvé un sol, une zone d'emprunt, alors que ça ne va même pas faire un chargement. OK? Donc, il faut faire ce genre de choses pour souvent savoir la profondeur des matériaux d'emprunt. OK? Cartographier les failles sismiques là. OK? Les zones rocheuses fracturées, par exemple, les roches il y a des fractures là, les roches. Est-ce que votre sol votre roche est fracturée ou bien euh, elle est intacte? OK? Localiser aussi la nappe phréatique. OK? La géophysique aussi. Ceux qui font hydrogéologie, là, peut-être ils savent. Estimer les propriétés élastiques des matériaux tels que les modules de cisaillement et le coefficient de Poisson. Parce qu'on peut, en réalité, la vitesse de propagation là, de l'onde là, dépend de ces paramètres du sol. OK? Module d'élasticité et le poids volumique, le poids unitaire du sol. OK? Ça, c'est juste la gravité. Les modules de Young du sol. D'accord? Donc, la profondeur de l'exploration dépend de la source d'énergie. La profondeur que vous allez aller va dépendre de la source d'énergie. Si vous tapez faiblement,
naturellement, vous n'allez pas aller à une grande profondeur. C'est normal. Okay? Donc, il est possible d'identifier grossièrement, vous pouvez identifier les types de sols. Okay? Vous vous rappelez que pour les radars, là, on ne pouvait pas déterminer les types de sols. Et ça peut nous donner à peu près, de façon grossière, les types de sols qu'on peut avoir. Okay? Voici un exemple, coupe transversale du sol. Donc, vous voyez ici, ça c'est un sol un peu soft, un peu, ne pas trop dire mou. Après, intermédiaire, après un sol entre intermédiaire et dur. Et là, on voit que c'est un sol qui est dur. Peut-être c'est une roche qui est là. Donc, vous voyez ici, wave velocity, la vitesse de propagation là, change. Donc, vous voyez ici, c'est plus grand, 2500. Donc, la couleur bleue là, ça veut dire 2500. Alors que cette couleur là, c'est 326. Cette couleur qui est là, 326. D'accord? Donc, voici un exemple d'une coupe transversale qu'on a obtenue en fonction des données de ça là. OK? Donc, parce qu'il y a un tableau. Ce tableau-là peut vous donner à peu près l'idée, voilà, et l'intervalle de vitesse de propagation en fonction du type de sol. OK? Pour les ça, sable, euh, sable, limon, les sols fins, sol en surface. OK? Par exemple, ici, l'argile compactée, gravier argilé, ou quelque chose comme ça. Et ça, ce sont des roches. Partie là, ce sont des roches. Vous voyez les intervalles? Donc, ça permet de savoir à peu près, en fonction de la vélocité que vous allez mesurer, là, vous pouvez déjà imaginer quel type de sol il s'agit. OK? On va maintenant revenir sur ces deux-là, sur ces deux figures B et puis C. Donc, cette figure-là, les S ici, ça signifie source d'énergie. Donc, ici, dans ce cas-là, ici, c'est l'explosion qui est là. Une source d'énergie, ou bien, je veux dire, explosion, ou bien le marteau là. OK? Donc, les 1 là, ça signifie direct. L'onde directe, l'onde qui sera reçue directement, sans être réfractée. 2, réfractée une fois. C'est l'onde qui sera réfractée une fois. C'est lui-là. Okay? C'est-à-dire une seule couche. C'est-à-dire une interface. Alors que 3, c'est deux interfaces. C'est-à-dire l'onde qui a traversé deux interfaces. On peut dire ça comme ça. Okay? Donc là, il y a deux interfaces. Cette première interface et cette deuxième interface. Donc, retenez ça. 1, 2 et puis 3. Donc, 3 là, c'est deux fois, réfracté deux fois, réfracté une fois. Donc, ici, c'est mal traduit. Okay? Deux fois réfracté. Les 3 là, la traduction n'est pas bien faite, mais vous comprenez. Okay? Donc, ça permet d'identifier donc tout de suite trois matières par lesquelles l'énergie peut atteindre un géophone donné, GI. Okay? Si on prend GI ici, donnez I la valeur que vous voulez, 1, 2, 3. Donc, ce sont les géophones là qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. Vous voyez? Donc, ces géophones-là vont mesurer chacun. Chaque géophone va mesurer le temps d'arrivée de l'onde. Et on connaît déjà les distances. Distance par rapport à la source qui est là. Distance de là à là, de la source à ça, de la source à chaque chose. OK? Donc, c'est ça on va utiliser. Donc, les expressions suivantes peuvent donc être dérivées en utilisant le principe de réfraction des ondes, les relations de distance, de temps et de vitesse. Donc, les équations qui vont suivre vont nous permettre de déterminer les épaisseurs des couches. OK? Et les géophones, par exemple, si je prends ces géophones GI, OK? N'importe quel d'entre eux,
reçoit trois signaux, c'est-à-dire trois ondes. L'onde directe, c'est-à-dire cette onde-là, l'onde directe, ok? Et les deux ondes réfractées, c'est-à-dire cette onde et cette onde. Vous voyez qu'il y a trois ondes, il reçoit trois ondes. Et ces trois ondes-là vont venir à des temps, à des moments différents. Sûrement, lui, là, va venir en premier. Ou bien, après, peut-être l'autre, là, va suivre. Et puis, celui-là va suivre. Quelque chose comme ça. OK? Donc, en utilisant ça, on peut tracer cette courbe-là. Comme ça. OK? C'est-à-dire, la distance entre la source et le géophone GI. Okay? Si on considère ce géophone-là, la distance, ça sera entre ici et puis le géophone qui est considéré. Okay? Et vous mesurez les temps d'arrivée de l'onde. C'est-à-dire, vous enregistrez le temps d'arrivée. Donc, en fonction du temps et puis la distance, vous allez avoir une courbe comme ça. Okay? Donc, si votre sol a différentes couches, okay, la courbe là aura des segments comme ça. Okay? En réalité, chaque segment signifie une couche. Mais si le sol est uniforme, vous allez avoir seulement une seule ligne, tout simplement. Est-ce que vous voyez? Donc, si on prend ici cette ligne, la pente va nous donner la vélocité de cette première couche V. Pourquoi? Parce que quand vous prenez la pente égale à quoi? Delta Y divisé par delta X. C'est ça, non? Delta Y, c'est juste temps. Delta X, c'est distance. Temps divisé par distance, c'est inverse de vitesse, puisque vitesse égale à distance divisé par temps. Ou bien, vitesse, c'est distance divisé par temps. Alors ici, nous faisons donc temps divisé par distance. C'est ça qui est la pente ici. Donc, du coup, la pente là, c'est l'inverse de la vitesse. C'est ce qui est écrit ici. Ainsi, V. Donc, vélocité de ici là. V1, V2, V3. Donc, chaque pente va nous donner une vélocité. C'est tout. Et c'est ça qu'on va utiliser, vous allez voir, pour calculer l'épaisseur de chaque couche ici. Vous allez voir comment ça va se passer. OK? Donc, je remets les pentes là ici. Donc, l'épaisseur, comment on va évaluer les épaisseurs? Voici la formule qui va vous donner les épaisseurs. H1 et puis HD. H1, donc, c'est l'épaisseur de la première couche. HD, c'est l'épaisseur de la deuxième couche. Okay? Troisième couche, on considère que c'est une couche très profonde. On n'a pas besoin de calculer ça. On ne peut même pas. OK? Donc, elle est infinie. On ne peut pas arriver à la fin de la couche. Donc, ça ne nous intéresse pas d'aller jusqu'à là-bas. Donc, chaque couche, rappelez-vous que vous allez avoir une différence de courbure. Ça sera courbé comme ça. Ça sera différent, quoi. Donc, vous pouvez calculer la vélocité et puis calculer les épaisseurs des couches. Voici comment ça marche exactement. D'accord? Donc, ici, là, les informations sur l'épaisseur doivent être donc vérifiées. Vous pouvez vérifier ça avec les forages. Parce que les forages, là, ça, c'est visible, non? Quand vous forez, vous creusez, vous voyez le sol qui sort. Est-ce que l'épaisseur que vous avez calculé ici, si vous avez calculé 1 mètre, est-ce que pendant 1 mètre, c'est le même type de sol qui sort? Voilà, quelque chose comme ça. Donc ça permet de confirmer quand même les mesures. Donc les forages sur les sites. OK. Donc pour déterminer donc la vitesse, je vais là vous donner des étapes qu'il faut faire, qu'il faut suivre. Donc première étape, il faut obtenir les heures. Quand j'ai écrit R ici, c'est le temps, hein, le temps d'arrivée des premiers, des premiers quoi, de l'onde là. L'onde qui va arriver en première position. OK? OK? Et les différentes distances du point d'impact. C'est-à-dire,
les le point que vous avez considéré là, ok? La distance entre les points, les géophones que vous avez considéré, et la source d'énergie là, ok? Vous mesurez cette distance. Ça, c'est d'office connu, parce que vous avez décidé, ok? Donc, cette distance étant connue, le temps d'arrivée de la première onde de ce géophone-là, vous recordez. Donc, vous avez le temps et vous avez la distance. OK? Donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez tracer la courbe là, cette courbe. OK? La distance étant ici et le temps ici. Vous tracez et vous allez avoir une courbe comme ça. En fonction des GPC, en fonction des différentes couches, vous allez avoir une pente, deux pentes, trois pentes, ça dépend. D'accord? Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez maintenant déterminer les pentes. Okay? Les pentes. Et vous vous rappelez qu'une fois que vous avez les pentes, vous avez les vélocités. Parce que pente et vélocité, ils sont juste inverses l'un de l'autre. OK? Donc, pente, rappelez-vous, delta y divisé par delta x. Ça, c'est pente, vous connaissez déjà. Donc, déterminez après l'épaisseur des couches. La première couche, en utilisant cette formule. Donc, ça, ce sont les deux vélocités, V1, VD, OK? Et les T1. Deuxième couche, son épaisseur, vous utilisez cette formule. Puis c'est tout. D'accord? Voici comment on fait ça. Donc, voici les étapes à suivre pour faire ça. Si vous allez sur le terrain et puis vous faites ces tests-là, donc si vous voulez aller maintenant utiliser les résultats, voici comment utiliser. OK? Voici un exemple, un exercice, vous pouvez essayer de faire. Voici donc la distance qu'on vous donne et puis le temps d'arrivée. First, vous voyez, first arrival. Donc, temps, la première onde qui arrive. Okay? Parce qu'on vous a dit que les géophones là enregistrent trois types d'ondes, non? À des temps différents, à des temps qui sont différents. Donc, le premier arrivé là, le premier à être reçu, c'est ça qu'on prend ici, le temps d'arrivée. Okay? Et la distance. Donc, il faut suivre l'étape que je viens de faire là pour essayer de calculer ça. Je ne vais pas corriger ça. Hein. Essayez de faire vous-même. Vous allez voir si vous avez compris. Maintenant, si vous avez des difficultés, il faut me faire savoir. Voilà. On va parler maintenant sondage sismique par forage croisé. Okay? Sondage sismique par forage croisé, là, la vitesse des ondes sismiques dans une couche de sol peut être déterminée efficacement à l'aide d'une étude sismique à trou croisé. OK? Voici un peu comment ça marche. Donc, vous faites un trou ici, vous faites un autre trou ici. OK? La distance entre les deux trous, c'est L qui est là. Et vous envoyez une onde. OK? Vous envoyez une onde, une impulsion pour créer une onde au fond du forage. Avec, à l'aide de cette tige-là. La tige, ok? La tige va envoyer, la tige d'impulsion là, va envoyer l'onde. Okay? Et l'onde générée là, bien sûr, va traverser et puis sera mesurée ici. Ok? Par ici là. L'onde sera mesurée ici. Et on va avoir donc, euh, on va pouvoir calculer la vélocité de l'onde. Donc la vitesse des ondes de cisaillement, les ondes S, l'autre c'est onde P, mais là c'est onde S. Donc, voici comment on calcule. Donc, naturellement, longueur divisé par temps. Le temps que l'on va mettre pour arriver, pour être reçu ici, ce temps-là peut être enregistré. Donc, le temps et puis la distance. Distance divisé par temps vous donne la vélocité. Maintenant, vous allez utiliser cette vélocité-là, je remets la formule ici, pour calculer le module de cisaillement du sol, le module de Young aussi. À partir du module de cisaillement, le module de Young peut être obtenu. Okay? Donc, parce que la vitesse, la vélocité, là, c'est à partir du module de cisaillement et puis l'unité et le poids volumique unitaire et puis la constante d'accélération due à la gravité. Donc, voici la formule que vous pouvez utiliser pour calculer le module. OK? Je pense que c'est tout. On va arrêter ici.
Et rappelez-vous seulement que, voilà, on va faire tous ces points-là, ok? À partir de maintenant, chaque vidéo, un essai donné. Donc, prochainement, on va faire l'essai de pénétration standard, ok? L'essai de pénétration standard, là, c'est ça qu'on va faire prochainement. Voilà. Donc, si c'est, on va arrêter là. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Merci.